Lorsque nous lisons sur le déclin de l'ancienne Rome, nous lisons souvent qu'après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'âge des ténèbres commencerait en Italie et à Rome. On nous amène à croire que la splendide ville qu'était Rome, et qu'il l'était encore à un certain degré en 476 après Jésus-Christ, commençait maintenant à s'estomper avec l'effondrement de l'Empire d'Occident. Mais j'espère pouvoir vous montrer dans cette vidéo, chers amis de l'histoire romaine, que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dans la dernière vidéo sur ce sujet, j'ai parlé de l'état de la ville en l'an 476 après Jésus-Christ et montré qu'en fait l'apparence extérieure de la ville était complètement intacte, même aussi tard qu'en 476 après Jésus-Christ. Les 3 sacs de la ville au 5e siècle, comme il s'avère, n'ont pas endommagé le tissu même de Rome. Le premier sac de Rome par les Wisigoths en 410, puis le deuxième plus complet en 455, par le sac assez inconnu, lorsque le maléfique Magister Militum Ricimer et soldats germaniques ont saccagé la ville en 472 après Jésus-Christ. En fait, ces 3 sacs n'ont infligé que peu ou pas de dommages aux bâtiments eux-mêmes, comme je l'ai discuté dans ma 2e vidéo sur cette chaîne. La plupart des dommages ont été infligés à la population, et c'est à ce moment que la population de Rome a commencé à décliner sévèrement. Si la ville comptait encore environ 500 000 habitants en l'an 400, la population n'était plus que d'environ 150 000 en l'an 476. De plus, les pillages avaient privé la ville de la plupart de ses richesses. Alors que les monuments publics du forum, les amphithéâtres et les temples étaient encore intacts en 476, l'intérieur racontait une histoire différente, car bon nombre des précieuses statues, ornements plaqués or et autres objets de valeur avaient été emportés d'abord par Constantin, puis par les Wisigoths, les Vandales, et même par les soldats germaniques de Ricimer. Dans cette vidéo, j'ai également soutenu que l'abdication du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, n'a en fait eu aucun impact sur la ville de Rome elle-même. Ce jour fatidique en 476, vous n'auriez rien vu changer dans la ville de Rome. Mais qu'est-il arrivé à Rome après que l'Empire occidental a cessé d'exister? Que s'est-il passé à Rome dans le nouveau royaume d'Odoacre, qui faisait officiellement toujours partie de l'Empire romain oriental, mais qui était de facto régné comme un royaume quasi indépendant? Et que s'est-il passé à Rome plus tard, sous le royaume de Théodoric? Eh bien, vous pourriez être étonné de constater que contrairement à ce qui est généralement écrit sur cette question de manière souvent trop simplifiée, l'âge sombre n'a pas encore commencé à Rome à cette époque. En fait, Rome a connu une période de stabilité et a même prospéré sous le royaume de Théodoric. Nous verrons que de nombreux bâtiments publics ont été restaurés et que les rois germaniques non seulement respectaient les institutions romaines comme le Sénat, mais laissaient même Rome être gouvernée comme elle l'était à l'époque des empereurs occidentaux. Lorsque le chef germanique Odoacre a déposé Romulus Augustus le 23 août 476, le chef germanique a pris résidence à Ravenne et a laissé le Sénat romain continuer ses affaires habituelles sans entrave. Nous sommes étonnés de voir que toutes les institutions romaines d'autrefois ont été laissées complètement intactes par ce roi germanique. Il n'a ni pillé ni saccagé Rome de quelque manière que ce soit, ni n'a infligé de dommages de quelque nature que ce soit à la population de Rome. Encore plus, le Sénat continuait à se réunir sans entrave à Rome, comme au temps de l'Empire occidental. Le poste de préfet de la ville de Rome, le préfet urbain, un ancien poste remontant à l'époque précédant la République romaine, était toujours occupé. Le préfet urbain maintenait l'ordre dans la ville, agissait comme un quasi-maire de la ville, supervisait les fonctionnaires responsables du drainage du Tibre et de l'entretien des égouts de la ville, ainsi que de ses bâtiments publics et monuments, et était également responsable de l'approvisionnement en grains pour la population de la ville. Il est à noter que rien du tout n'avait changé en 476, ni en 480, ni dans les décennies suivantes.
la ville de Rome continuerait comme si rien ne s'était passé. Cependant, nous verrons qu'à partir de 537 après Jésus-Christ, ce poste serait de moins en moins souvent occupé jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement vers l'an 600 après Jésus-Christ. Les consuls continueraient également à être nommés. Bien que cette haute fonction ait depuis longtemps cessé d'exercer un véritable pouvoir, elle continuait à être considérée comme un grand honneur dans l'Empire tardif. Nous constatons ici aussi que les consuls ont continué à être nommés par Odoacre à Rome, même après 476, comme si rien n'avait changé. Le dernier consul de l'Ouest était Decius Paulinus, en 534. Nous pouvons supposer que pendant le règne d'Odoacre de 476 à 493, la ville de Rome n'a pas beaucoup changé. En matière étrangère, Odoacre a saisi l'opportunité après la mort du légendaire roi vandale Gaiseric et a repris la Sicile en 477 et en 480 après la mort de Julius Nepos, il a annexé la Dalmatie à son royaume. En 488 alors, l'empereur romain d'Orient Zénon, ayant probablement réalisé que l'Italie n'était une partie de l'Empire que de nom, chercha à mettre fin au règne d'Odoacre. À cette fin, il a désigné les Ostrogoths sous leur roi Théodoric comme fédérati et a promis à Théodoric de régner sur l'Italie en tant que représentant de l'empereur. Après une guerre assez longue, Théodoric est sorti victorieux en 493, tuant Odoacre de ses propres mains. Et Théodoric continuerait la politique d'Odoacre en laissant les coutumes et traditions romaines inchangées et en laissant la ville de Rome aux Romains, car il résiderait lui-même, comme Odoacre à Ravenne. Alors qu'en est-il de Rome alors? Quel était l'état de la ville à cette époque et comment vivaient les gens? Selon les estimations actuelles, la ville de Rome comptait entre 100 000 et 150 000 habitants à cette époque, bien moins qu'à son apogée de 1 million d'habitants pendant l'âge impérial jusqu'au milieu du IVe siècle, mais restait de loin la plus grande ville de l'Ouest. En ce qui concerne la religion, l'ancien feu du paganisme était à présent presque totalement éteint. Nous pouvons supposer qu'à cette époque, le pourcentage de païens, du moins publiquement, devait être assez faible. Les anciens temples païens étaient fermés depuis plus d'une centaine d'années maintenant. Cependant, il est mentionné qu'à l'époque de Théodoric, on pouvait encore assister à la célébration de l'ancienne fête païenne des Lupercalia à Rome. Et bien sûr, cela me réjouirait, chers amis de Rome, si vous vous abonniez à ce canal, afin de ne manquer aucune vidéo sur ce sujet et d'autres sujets similaires à l'avenir. Concernant les Lupercales, nous pouvons lire dans l'histoire de la ville de Rome au Moyen Âge de Ferdinand Gregorovius que le sanctuaire de Lupercale, ou de Pan, le plus ancien de tous les autres dans la ville de Rome, était une grotte sombre au pied de la colline du Palatin, qui contenait une statue de la légendaire louve, qui avait, selon la légende, allaité Romulus et Rémus. Les Lupercalia avaient leur centre dans cette grotte. Elle était célébrée chaque année, le 15 février suivi de la purification de la ville des influences des démons maléfiques, le 18. Les Luperci jeunes qui appartenaient au collège du festival se dévoilaient ce jour-là devant les yeux du peuple, sans honte, et seulement couverts par un tablier fait de la peau des chèvres sacrifiées. Ils couraient dans les rues depuis le Lupercal des lanières de cuir dans leurs mains, avec lesquelles ils frappèrent les femmes sur la main droite pour leur donner la bénédiction de la fertilité. L'attachement des Romains à ces coutumes nationales les plus anciennes était si grand qu'ils refusaient même de les abandonner en tant que chrétiens. Nous pouvons donc voir que même si le christianisme avait aboli les anciens rites païens, le paganisme était si profondément enraciné chez les citoyens de Rome que nous pouvions assister à ce festival païen de Lupercalia jusqu'au début des années 500 à Rome. En l'an 500, Théodoric, le roi des Ostrogoths, a visité Rome. L'homme d'État romain, Magnus Aurelius Cassiodorus, sénateur, communément appelé Cassiodorus, a écrit sur les lois de Théodoric les monuments de Rome, et ce qui s'est passé à cette époque
afin que nous puissions visualiser l'état de la ville au début des années 500. Lorsque Théodoric est arrivé à Rome, Cassiodorus a écrit qu'il a été accueilli comme un second Trajan. Il a établi sa résidence dans l'ancien palais des Césars sur la colline du Palatin, qui à cette époque était encore complètement intact, bien qu'à l'intérieur, il ait été dépouillé de la plupart de ses objets de valeur lors des 3 sacs du 5e siècle. Si vous vous étiez tenu sur le Forum Romanum en l'an 500 pendant que Théodoric était là, vous auriez vu le roi dans la Curia Iulia, le bâtiment du Sénat, où de nombreux sénateurs, et parmi eux, le sénateur Boès, auraient remis un pedigree au roi. Vous auriez assisté à un discours de Théodoric dans lequel il jurait de maintenir les lois des anciens empereurs et de ne changer aucune coutume romaine. En fait, comme Majorien une quarantaine d'années plus tôt, Théodoric promulguerait des lois pour punir toute destruction de bâtiments publics dans tout son royaume et pour empêcher la collecte de spolia, une pratique où les anciens bâtiments ou statues de l'époque impériale seraient pillés pour du matériel de construction afin d'ériger de nouveaux bâtiments, tels que des églises ou des habitations privées. Quand nous regardons aujourd'hui en arrière sur Rome et nous demandons comment Rome est passée de ceci à cela, nous accusons injustement entièrement les envahisseurs germaniques des dommages infligés. Cependant, Théodoric prouve que ces mêmes barbares cherchaient à protéger ce que les Romains eux-mêmes ne protégeraient pas. Théodoric a donc chargé les vigiles, les anciens pompiers de Rome de patrouiller dans les rues le jour et la nuit et de prendre un soin particulier concernant les anciens bâtiments et statues avec l'ordre d'empêcher tout pillard de les endommager. Les Goths préservant l'ancienne splendeur de Rome avec le plus grand zèle, une autre histoire fascinante et inattendue comme seule l'histoire peut l'écrire. Nous verrons dans les prochaines vidéos qu'en fait, de loin, les plus grands dommages causés aux anciens monuments splendides ont été commis par les Romains eux-mêmes avec un mépris toujours croissant pour la beauté de l'Antiquité. Et cette pratique de pillage pour le matériel de construction, appelée spolia, effectuée par les Romains eux-mêmes, qui dans leur dégénérescence totale n'avaient plus aucun sens de l'émerveillement et de l'admiration pour les anciens monuments de leurs propres ancêtres, seraient ceux qui détruiraient le tissu de l'ancienne ville de plus en plus rapidement au siècle suivant. Les écrits de Cassiodorus sont une véritable mine d'informations sur l'état de la ville au début du VIe siècle. Alors, que auriez-vous vu par exemple en l'an 500 ou même aussi tard qu'en 536 si vous aviez marché dans les rues de Rome? Les nombreux pillages que la ville a dû subir, les vols de Constantin, oui mes amis. Constantin a volé à Rome de nombreuses statues et autres objets de valeur pour les emporter à sa Nova Rome à l'est. Les vols par les Wisigoths, les pillages par les Vandales, le sac de Rithymé, tout cela n'a pas réussi à épuiser la ville des milliers et milliers de statues qui ornaient Rome. Debout dans le forum avec nous, vous seriez étonnés de voir, même aussi tard qu'en 536, peu de temps avant que Bélisère n'entre dans la ville et que le désastre des guerres gothiques ne commence, que le Forum Romanum était toujours absolument intact, même si la couleur de la peinture avait probablement déjà pâli et que certaines des statues avaient probablement déjà commencé à s'effriter. Pourtant, vous auriez encore vu le temple du Divus Julius, le temple de Saturne, le Tabularium, vous auriez vu le temple de Pollux et Castor, la Curia, Julia, le Rostra Augusti sur les côtés. Vous auriez vu la basilique Julia et la basilique Emilia, tous encore intacts. La gigantesque basilique de Maxence, qui fut l'un des derniers bâtiments de statues antiques à être achevé dans le Forum, vers 320 après Jésus-Christ, serait encore complètement intacte, émerveillant ses visiteurs avec ses salles gigantesques et sa démonstration de l'ancienne puissance impériale. Le gigantesque temple de Vénus et de Rome, qui avait été construit par Hadrien, serait encore debout et intact de l'extérieur. Cependant, puisque les cultes païens avaient été abolis à Rome par Théodose après sa victoire à la rivière Frigidus, en 394, le temple était désert et désolé à l'intérieur.
Le colosse serait toujours debout près de l'Amphitheatrum Flavium, qui lui-même était également complètement intact. Cependant, bien sûr, les jeux de gladiateurs ne seraient plus organisés. Les derniers jeux de ce genre ont eu lieu en 403, plus de 100 ans plus tôt. L'Amphitheatrum Flavium porte aujourd'hui le nom du colosse qui se tenait à proximité. Pourtant, il était complètement intact et le spolia n'avait pas encore commencé ici. En fait, il a été restauré aussi tard qu'en 508 sous le préfet de la ville Decius Marius Venantius Basilius, après avoir été endommagé par un tremblement de terre. Même si les jeux de gladiateurs avaient été abolis plus de 100 ans plus tôt, nous assistions encore de temps en temps à des chasses aux animaux, car les Venators, les chasseurs d'animaux, combattaient encore des bêtes sauvages dans l'arène à certaines occasions. Par exemple, en 519, lorsque Eutérique, le gendre de Théodoric, est venu à Rome avec grand faste pour célébrer son consulat, il a offert au peuple de Rome du panem et circensis comme à l'ancienne, et nous aurions vu des animaux sauvages et exotiques d'Afrique chassés par les pauvres Venators qui ne survivaient souvent pas au spectacle sanglant. Nous pouvons voir que les anciennes traditions de Rome ne disparaîtraient pas facilement. En regardant en arrière vers le forum, vous verriez toujours le temple de Jupiter Optimus Maximus dominer tous les autres, comme un rappel omniprésent des jours païens, narguant les Romains que l'abandon des anciennes croyances leur a apporté la ruine. Nous sommes assez étonnés de trouver Cassiodorus parlant d'un très grand nombre de statues, en particulier de statues équestres, qui ornent encore la ville en de nombreux endroits, malgré une population dégénérée et appauvrie qui fait de son mieux pour piller secrètement ces statues pour du matériel de construction. Pourtant, les vigiles préviendraient le plus de dégâts, de sorte que la splendeur de Rome continuerait à briller comme une lumière radieuse au milieu de l'obscurité toujours grandissante, qui atteindrait bientôt aussi l'Italie. Nous pouvons lire l'admiration de Théodoric pour Rome. Rome est un miracle unique. Sous le règne de Théodoric, le préfet de la ville réparait même les bâtiments endommagés. Et à cette époque, les murs d'Aurélien étaient en cours de réparation et de restauration. Le même soin a été accordé aux vieux aqueducs qui fournissaient à la ville de l'eau fraîche depuis des centaines d'années. Aussi tard qu'en 536, vous trouveriez donc encore tous les aqueducs intacts et les bains publics seraient toujours en état de fonctionnement. Les gigantesques bains de Dioclétien, de Caracalla, de Constantin seraient ouverts et en état de fonctionnement. Et bien qu'ils aient été dépouillés de certaines statues et ornements comme les autres bâtiments lors des pillages, ils seraient toujours fréquentés régulièrement par les Romains. En se promenant plus loin dans la ville, vers le théâtre de Pompéi, nous l'aurions vu encore debout, inchangé depuis plus de 500 ans. Il avait été restauré sous Honorius, en 403, puis à nouveau sous Théodoric. Le sénateur Quintus Aurelius Symmachus s'est vu confier par le roi des Goths la tâche de restaurer l'ancien amphithéâtre. Ce vieux bâtiment devait être assez impressionnant, comme l'a exclamé Cassiodorus en le décrivant. En allant plus loin au pied de la colline du Palatin, vous auriez vu l'ancien palais des Césars toujours intact, puisque Théodoric avait alloué 200 livres d'or par an pour sa restauration et son entretien. Théodoric lui-même résidait dans l'ancien palais lorsqu'il était à Rome, et nous verrions l'ancien palais des Césars utilisé jusqu'au début des années 570, lorsque Narsès lui-même prendrait résidence dans ce vieux bâtiment gigantesque, après avoir vaincu les Goths qui avaient protégé les anciens monuments. Cependant, à l'intérieur, l'ancien palais devait être en grande partie dénudé et dépourvu de tous les ornements splendides. Vous auriez trouvé le Circus Maximus intact, même si les signes de vieillesse commençaient à apparaître. Nous pouvons lire dans l'histoire de la ville de Rome au Moyen Âge de Gregorovius
ne pouvait pas être occupé par les citoyens romains de cette époque. Lorsque Trajan y donnait ses jeux, ce bâtiment gigantesque ne suffirait même pas aux besoins de la ville. Aucun Romain n'aurait cru qu'un jour viendrait où le cirque serait devenu trop grand pour toute la population de Rome. Oui, où tout le peuple de cette ville pourrait s'asseoir confortablement sur le quart des sièges. C'était vers l'an 500 que certains des sièges en marbre étaient déjà en mauvais état, certaines parties du portique avaient été endommagées, les boutiques à l'extérieur étaient vides et abandonnées, et des statues que Septime Sévère avait autrefois placées là, les Vandales en avaient probablement emporté beaucoup, et d'autres se tenaient mutilés dans les stands. Le cirque était vieux et usé, et toute la structure gigantesque, usée par des siècles d'utilisation, changeait de caractère en couleur et en apparence de vieillesse, semblable aux palais impériaux voisins, dont il n'était séparé que par une rue. Mais il était toujours en plein usage. Même aussi tard qu'en 536, peu de temps avant que les guerres gothiques ne plongent Rome dans l'obscurité, vous auriez vu des courses de chars se dérouler dans l'ancien Circus Maximus. En fait, il y avait un échange fréquent de courses de chars entre Constantinople et Rome, car parfois les conducteurs d'une équipe devaient fuir Constantinople pour Rome lorsque les jeux devenaient trop animés, comme c'était souvent le cas dans l'hippodrome de la ville de Constantin. Les dernières courses de chars au Circus Maximus seraient organisées par Totila en 549, mais c'est une histoire pour une autre fois. Si vous aviez continué votre promenade jusqu'au magnifique Forum Trajanum, le Forum de Trajan, vous l'auriez trouvé complètement intact. Cassiodore écrit avec extase « Le Forum de Trajan est un miracle, peu importe combien de temps on l'admire, et quiconque grimpe jusqu'au sublime Capitole verra une œuvre qui est au-dessus du génie humain. C'est donc avec une incrédulité totale et une fascination que nous aurions vu presque tous les anciens monuments de Rome, encore debout des décennies après la chute supposée de l'Empire romain d'Occident. C'était l'état de la ville de Rome au début du VIe siècle, et nous pouvons supposer que c'était aussi l'état de la ville lorsque Bélisère est entré à Rome le 9 décembre 536, pendant le règne de Théodoric, mais aussi sous les rois successeurs ostrogoths de Théodoric. Nous avons vu qu'un grand soin avait été pris pour préserver non seulement les anciennes structures sociétales, les rites et le mode de vie romain, mais aussi pour préserver les anciens bâtiments de cette ville, qui à cette époque étaient encore très spectaculaires. Lorsque Bélisère et son armée romaine orientale sont entrés à Rome, l'historien Procope de Césarée a accompagné le Magister Militum romain oriental, et de ses écrits, nous obtenons d'autres aperçus fascinants de l'état de la ville pendant ces temps. Procopius, par exemple, écrit qu'il a été surpris de trouver des gens conduisant du bétail à travers certains des forums de Rome, et il donne un compte-rendu détaillé d'un tel événement. C'est un récit fascinant qui détaille le contraste total que nous aurions observé à cette époque, où certaines parties de la ville auraient déjà été négligées, car les restaurations de Théodoric n'auraient certainement pas pu s'appliquer à toute la ville, car la ville était si immense, avec ses 25 km² de superficie. C'était encore la plus grande ville du monde, en termes de superficie à cette époque. Pourtant, comme nous l'avons entendu précédemment, la population ayant diminué, pour atteindre environ 100 000 ou au maximum 150 000 habitants, certaines zones plus éloignées de la ville auraient commencé à tomber en décrépitude. Selon Procopius, le Templum Pacis, le temple de la paix et les environs, semble avoir été un endroit où le bétail serait conduit.
Procopius décrit également le temple de Jupiter Optimus Maximus et note qu'il n'a pas été réparé des dommages infligés par les Vandales 81 ans plus tôt. Ils avaient dépouillé le temple de son toit doré et depuis lors, le temple de Jupiter Optimus Maximus se tenait là, vide, stérile et sans toit. Procopius décrit également le temple de Janus au pied du Capitole à l'entrée du Forum Romanum, et décrit comment les gens avaient essayé de forcer l'entrée, car il avait été une vieille coutume pendant l'âge impérial d'ouvrir le temple en temps de guerre et de le fermer en temps de paix. Et comme la guerre avait maintenant envahi Rome avec l'entrée des Romains de l'Est, les vieilles traditions exigeaient que les portes s'ouvrent. C'est une autre instance où nous aurions été étonnés de trouver la population de Rome pratiquant de vieilles croyances païennes, aussi tard qu'en 536, malgré 200 ans écoulés depuis Constantin et 140 ans écoulés depuis l'abolition des rites païens par Théodose. Les vieilles traditions ne meurent pas facilement. Procopius décrit également le mausolée d'Adrien comme étant complètement intact. Il deviendra plus tard le lieu d'une bataille acharnée entre les Romains et les Goths, comme nous le discuterons bientôt dans de futures vidéos sur les guerres gothiques. C'est ici que la lumière de Rome, qui avait brillé intensément pendant plus de 1000 ans, serait finalement éteinte. Bien que Procopius ait eu une vision négative des Romains, les accusant d'avoir abandonné leurs anciennes valeurs martiales et de s'être laissés gouverner par les Goths, il montre parfois de l'admiration pour les Romains, comme il l'a par exemple écrit « Les Romains aiment leur ville plus que tous les hommes que nous connaissons, et ils sont désireux de protéger tous les trésors ancestraux et de les préserver, afin que rien de la gloire ancestrale de l'ancienne Rome ne soit effacé. Car même s'ils ont été pendant une longue période sous la domination barbare, ils ont préservé les bâtiments de la ville et la plupart des ornements, tels qu'ils pouvaient, grâce à l'excellence de leur travail, résister à une si longue période de négligence. C'est un contraste fascinant avec les récits de Cassiodorus, dans lesquels nous avons découvert que Théodoric avait déploré la pratique des Romains qui étaient descendus à un tel niveau de dégénérescence qu'ils endommageraient des statues et des bâtiments pour piller des matériaux de construction, et dans lesquels il fallait prendre grand soin de protéger les monuments anciens de ses propres citoyens. Nous pouvons supposer que la vérité se situe quelque part entre les deux, comme c'est le plus souvent le cas. Une autre description intéressante de Procope est son récit détaillé du navire d'Énée, le fondateur légendaire de Rome, qui selon la légende avait fui la destruction de Troie et avait posé les fondations de Rome. Nous sommes étonnés de trouver ce navire d'Énée complètement intact, lorsque Procope était dans la ville après le 9 décembre 536. C'est donc avec une grande surprise et fascination, du moins pour moi, et j'espère pour vous aussi, chers amis de l'histoire romaine, que nous trouvons la ville de Rome aussi tard qu'en 536 dans un état extérieur étonnamment bon. Bien qu'il soit clair que la population a diminué depuis l'apogée de la splendeur de Rome environ 200 ans plus tôt, il est toujours incroyable de voir Rome préservée à un tel point après sa chute supposée. Nous devons donc remettre en question cette chute de l'Ouest, puisque la flamme de Rome n'avait pas été éteinte en 476, et en fait, elle continuait à briller, pas aussi brillamment qu'auparavant, mais encore très visible pendant 60 ans après que l'Empire occidental n'était plus. Je ferai beaucoup plus de vidéos sur l'état de la ville de Rome depuis son apogée, où elle a atteint son plein essor en 320 après Jésus-Christ, jusqu'au début du Moyen Âge au 7e siècle, après les catastrophiques guerres gothiques. Nous analyserons également les sites, les monuments, la densité de population et la topographie de Rome à son apogée, et nous comparerons même l'ancienne Rome à la nouvelle Rome, la Nova Rome, la ville de Constantin à l'est, et comment Constantinople a changé au cours de l'histoire, car nous ne voulons pas négliger l'Empire romain d'Orient. Je serai très heureux si vous m'accompagnez dans ce voyage, chers amis de Rome et bénévoles amis.